et bienvenue dans le point lecture de juin. Vous avez de la chance, j'ai failli crever. 2 fois, mois de juin. Voilà. Pour rien vous cacher, je me suis chopée une intoxication alimentaire du feu de Dieu. J'ai failli passer l'arme à gauche. Super. Et là, nous avons atteint un plafond. Ah, voilà. Alors, le jour où je tourne, vous allez voir la vidéo ce soir. Je tourne dans une espèce de pénombre parce que j'avais un peu oublié le point lecture. Pour ne rien vous cacher, je voulais le faire en audio. Parce que j'ai trop chaud dans l'appart, il fait déjà 28 et des poussières. Et là, je me suis dit non, allez, vas-y, ferme tout, mets-toi dans une cave. Et comme le soleil vient de dégager et que je vais la poster juste après l'avoir enregistrée, comme vous savez, si j'incrusterai juste un truc, parce qu'il faut quand même que j'incruste, bah sinon, voilà, c'est tout. Je peux pas faire mieux. Attendez, peut-être que si je me décale un tout petit peu, vous aurez peut-être un peu plus de lumière, parce que j'ai ouvert juste un petit panneau, hein, voilà. Mais le soleil est en plein dans ma tronche, enfin en ricochet, et donc de toute façon, il fait aussi chaud dehors que dedans. Donc ça peut pas faire de mal à la casse-bas, ça peut pas trop monter. Ça, c'est à 29, hein, donc 28,8. 29, voilà, et dehors il fait 30, donc écoutez, 30, 29. C'est pas grave, pas où j'en suis. Bref, on va commencer le point lecture et à la fin, je vous expliquerai un peu les vidéos de l'été. Disons qu'il n'y en aura pas trop, mais vous verrez. Et on va commencer tout de suite, on va arrêter ce truc là parce que même si c'est très très bien pour Lisa, pour éviter qu'elle s'évanouisse devant vous en direct, ça va être très compliqué de tenir un livre. Ah bah les vieux, c'est il faut tenir un livre ou l'éventail, on peut pas faire les deux en même temps. Allez, on y va. Ah bah écoutez, la chaleur m'abrutit, mais littéralement, je vous assure, les cheveux gondolent dans tous les sens, je ne les tiens plus, enfin, c'est du délire, hein, les cheveux, bon, on s'en fout. Donc, au programme, j'ai lu tout ça au mois de juin, oui, j'y suis arrivée, j'aurais pas cru. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'ai lu au mois de juin, sachant qu'il me manque un bouquin qui est juste derrière, là, dans mon épaule, ici, vous voyez, c'est, en fait, c'est l'anthologie de toutes les œuvres complètes de Molière, puisque au programme du théâtre ce mois-ci on avait le Malade imaginaire. Alors attention, j'avais laissé le choix parce que tout le monde voulait lire quelque chose de Molière, donc j'ai dit écoutez, moi j'ai choisi le Malade imaginaire, après vous lisez ce que vous voulez. Voilà, donc je vous ai expliqué, il y en a plein qui ont lu plein de trucs. Donc premier livre que j'ai lu, ah bah j'en suis toujours à mon Harry Potter, c'est voilà. Alors nous sommes Harry Potter numéro 5, l'Ordre du Phénix. Alors Harry, si je me souviens, à 15 ans, il rentre à Poudlard. Vu ce qui s'est passé dans la Coupe de Feu, tout le monde, enfin lui en tous les cas, sait que Voldemort est de retour. Il essaie d'en informer un peu tout le monde, mais bon, visiblement le ministère de la Magie en a un peu rien à carrer. Sauf les gens qui sont proches de lui, bah, les autres, voilà, et ceux évidemment qui sont affiliés à Dumbledore et au parrain de Harry qui est Sirius Black. Et donc en fait, il apprend qu'il y a un ordre qui s'appelle l'Ordre du Phénix, qui est abrité dans une ancienne résidence des Blacks, cachée, protégée par multi-sortilèges. Et il va pénétrer dans cet antre avec ses amis Hermione et Ron, et donc ils vont apprendre ce qui se passe, etc. Donc ils vont rencontrer plein de personnages différents, et ils vont retourner bien sûr à Poudlard, là où ça va commencer à devenir un peu le bordel. Là il fait vraiment trop chaud. J'ai les gouttes qui me coulent dans le dos, c'est l'horreur. Et même sur la tête, je crois. Bon bref. Et donc ils vont se retrouver à Poudlard avec un ministère de la magie qui décide, plus ou moins, parce qu'ils ne les croient pas, ou qui veut les museler, de mettre une femme qui s'appelle Ombrage, qui va devenir la grande inquisitrice et qui va littéralement faire chier tout le monde, qui va réglementer des choses qui ne devraient pas être réglementées, tout ça avec un Harry qui toujours est le Harry en fait que j'aime bien, qui contrairement au film, et encore j'ai revu donc l'Ordre du Phénix derrière, moi je me suis dit qu'ils ont loupé le personnage de Harry, mais perso, parce que c'est un... il chiale, voilà, il râle, il prend des coups de sang, il est insolent, il est sûr de lui, alors il est même trop sûr de lui quelquefois, mais bon, il sait, voilà, il sait ce qu'il a vu, il sait ce qu'il a affronté, donc il endure les saloperies notamment de l'inquisitrice.
robe qui est pas en reste côté, pourriture. Moi je l'adore, hein. Depuis le premier, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose de tendre chez ce garçon qui perce, donc j'attends de voir ce qu'elle a pu sortir là-dedans. Voilà, donc en fait il y a toute cette progression de l'ambiance qui est véritablement noire, de plus en plus noire. Et en fait, Harry va lever véritablement une armée de ses petits camarades, puisqu'en fait, ils n'apprennent rien en cours, puisque l'autre, elle a fait l'Inquisition et elle veut pas qu'ils apprennent quoi que ce soit sur la défense des forces du mal. Et Harry, qui a quelques habilités et quelques petits pouvoirs, on va dire, qu'il a développé sans vraiment s'en rendre compte, va prendre la tête de cette armée qui va surnommer AD, l'armée de Dumbledore. Alors vous imaginez bien que ça va chasser les petits élèves. Écoutez, moi j'aime bien, mais alors paradoxalement, enfin, j'ai vraiment pris du plaisir à le lire. Paradoxalement, ce qui m'avait plu dans les précédents, c'est-à-dire les matchs de Quidditch, là m'ont semblé très longs. Voilà. Tous les passages où il y a des matchs, des descriptions, pourtant vous savez que j'aime le foot, alors théoriquement ça devrait pas me gêner. Ah bah si, ça m'a gêné. Voilà, j'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça vraiment répétitif en plus. Bon, alors je veux bien que quelquefois il y a des coups bas, il y a des choses qui se passent entre les différentes maisons, différentes personnes qui découvrent lui, certaines personnes qui jouent désormais dans son équipe et pour qui il semble développer une affinité, etc. Mais quand bien même, c'est rébarbatif quelquefois. Donc vraiment le seul moment où je me suis un peu ennuyée, c'est les matchs de Quidditch. Ce qui n'est pas censé être fait, hein. Quand vous regardez du sport, vous n'êtes pas censé vous emmerder. On est bien d'accord. Voilà, donc ça, Harry Potter. Deuxième livre que j'ai lu, et je dois vous le dire tout de suite, s'il vous plaît, lisez-le. C'est le livre de Dominique Memmi, Manchester Dream, le cœur de l'architecte. Donc c'est aux éditions Marie-Romaine. Je préviens parce qu'en fait c'est une nouvelle maison d'édition, une petite maison d'édition qui est visiblement tenue par une femme formidable, qui entoure beaucoup ces auteurs. Donc on peut que tirer le chapeau de ce genre d'éditeur. Donc en fait, Dominique nous amène dans l'antre, on va dire, d'un architecte qui s'appelle Frank Gehry, qui va être contacté pour élaborer en fait un nouveau musée à Bilbao, un musée qui est somme toute assez ambitieux, puisque c'est le Guggenheim, mais dans une cité qui est quand même pas une cité où vous imaginez faire un musée d'art, de beaux-arts. Et en fait, il va hésiter, mais il va commencer à faire ses recherches. Et en faisant ses recherches, il tombe sur une exposition de beaux-arts qui s'est passée à Manchester en 1857. Et il va tomber aussi sur la création de Crystal Palace dans Hyde Park. Alors ne le cherchez pas dans Hyde Park, il n'est plus dans Hyde Park, Crystal Palace, commencez pas. Mais il fut un temps dans Hyde Park. Et en fait, il va développer un intérêt sur cette exposition des Beaux-Arts à Manchester, cité très ouvrière, à l'époque très très ouvrière, qui était une cité où en fait vous travailliez à l'usine, alors que ça soit coton et autres, hein, puisque le nord de l'Angleterre, il y avait énormément d'usines qui étaient populaires, pauvres, assez, et dont en fait le but de l'exposition des Beaux-Arts était d'ouvrir l'art, la beauté et l'art aux plus pauvres, ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller se payer les musées, ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller voir une exposition universelle, puisque comme par exemple Crystal Palace, c'était pour une exposition universelle, enfin ce genre-là. Et donc en fait, Gehry prend la tête, se prend la tête et commence à voir qu'il y a une beauté de création. Et en fait, Dominique Memmi nous montre le processus de création d'un artiste, d'un architecte en l'occurrence, mais ça peut être n'importe quel artiste, de comment il tire ses influences, de comment il perçoit le futur de son œuvre, même si c'est, alors bon, à l'occurrence c'est Guggenheim à Bilbao, je vous invite à aller le voir si vous n'êtes jamais allé le voir, mais d'ailleurs, voilà. Mais que vous soyez un artiste très connu ou un artiste inconnu, ou modeste, ou localement connu, vous avez le même processus créatif, c'est-à-dire que vous avez des influences, vous avez une envie, vous voyez quelque chose qui va vous perdurer, alors évidemment, hein, national, local, international,
Mais quel que soit l'artiste, on ne juge pas, et je rappelle, on ne juge pas un artiste, quel qu'il soit, hein, alors peintre, céramiste, architecte, auteur, musicien, enfin, ce que vous voulez. On ne juge pas à son nombre de ventes, on ne juge pas à son nombre de likes, on ne juge pas à son nombre de followers ou d'abonnés ou machin, on juge par rapport à ce qu'on ressent. Voilà. Et quelquefois, c'est vrai que quand vous allez dans un musée, ou quand vous allez même dans un petit musée de province, quelquefois vous avez des œuvres d'artistes locaux qui vous donnent autant d'émotions que quand vous êtes dans un grand musée, que là, Guggenheim, mais vous pouvez être au Prado, vous pouvez être au Louvre, à Orsay, où vous voulez, bah, vous allez devant des grands peintres, ça va vous procurer une émotion, et quelquefois même pas, il y a des gens qui n'ont pas d'émotion devant certains grands peintres, qui vont trouver un peintre local sur un marché, et qui vont être interpellés. L'art, c'est juste le ressenti d'une certaine beauté, le ressenti de ce que vous, par rapport à vous, ce qui vous amène, ce qui vous donne, ce qui vous procure, ce qui vous titille, ce qui vous émeut, ce qui vous révolte. Mais c'est ça, l'art. Et en fait, dans ce roman-là, elle questionne ça. C'est ce que font les artistes, quels qu'ils soient, que ce soit des grands comme Gehry ou autres. Il y a quelque chose pour donner. Alors ça peut être donné à une personne comme à des millions, en l'occurrence pour Guggenheim, mais voilà, c'est vraiment un processus de création. C'est vraiment, il est tout petit, mais c'est vraiment une réflexion sur une création, sur le cœur, comme c'est écrit, alors là c'est de l'architecture, mais le cœur d'une vision, d'une croyance en quelque chose, parce que à la rigueur au début c'est un peu perdu, hein, c'est une cause perdue, tout le monde lui dit de pas le faire, ça sert à rien, c'est pas de son niveau, qu'est-ce qu'il va aller s'enterrer à Bilbao, etc. Mais il a une référence qui est Manchester 1857, il a une référence sur ce qu'il peut apporter à des gens, à une ville qui est pas forcément hyper médiatisé, qui est Bilbao à l'époque, etc., et qui n'a rien entre les coins, qui peut être un peu le pendant moderne de Manchester pour certaines choses. Une ville à l'époque qui se mourait, où il n'y avait rien, ou pas grand-chose. Et c'est ça, c'est donner un écrin à d'autres personnes qui vont regarder et qui vont se sentir plus beaux et plus joyeux à la sortie de quelque chose. Donc, que vous dire de plus? Manchester Dream, le cœur de l'architecte Dominique Memmi. Je le redis, hein, édition Marie-Romaine. Merci Dominique de me l'avoir signalé. Et j'ai acheté mon exemplaire. Hein. C'est pas parce que je connais un peu Dominique que je lui ai demandé mon exemplaire. Je l'ai acheté parce que c'est important d'acheter des bouquins pour les droits d'auteur des artistes, si vous soutenez. C'est comme ça. Troisième livre. Ah oui, non, mais c'est ça aussi. Il faut se dire. Troisième livre que j'ai lu, ça s'appelle Marseille brûle-t-il de François Thomazeau. Je note parce que c'est des éditions locales, donc Gossen. Alors, c'est un tome 2 en vérité, puisque c'est le tome 2 qui suit Marseille Confidential. Je le dis tout de suite, vous pouvez très bien lire les deux à la suite, ou vous pouvez très bien lire ça en one shot, ça pose pas de problème. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de lire Marseille Confidential, même si je vous invite à le faire, on est bien d'accord. Mais vous pouvez très bien le lire tout seul. Alors, nous sommes dans une période qui est très connue de tous les gens qui ont vécu, en tous les cas, suffisamment longtemps, on est bien d'accord, pas ceux qui passent comme ça, ou qui se réclament de Marseille parce qu'ils vivent à 40 km. Non, on n'est pas sûr, ça. Il faut vraiment être intramuros dans la ville et avoir vécu longtemps, parce que tout le monde a entendu parler de l'incendie des galeries et des nouvelles galeries sur la Canebière en octobre 1938. Je n'étais pas née. Ah, je suis vieille, mais je n'étais pas née. Voilà. Mais j'en ai entendu parler. Voilà. Parce que vous avez tous, plus ou moins les gens qui sont de Marseille, on a tous un grand-père, un oncle, un grand quelque chose qui s'est trouvé à Marseille en octobre 38 et qui a su qu'il y avait les nouvelles galeries qui brûlaient sur la Canebière avec un bordel pas possible, puisque malgré le fait qu'il y avait le vieux port à pas loin, eh bien les services étaient tellement gangrénés dans tous les strates de la ville de Marseille, y compris à l'époque les sapeurs-pompiers, qui n'avaient pas assez de lance-incendie pour arrêter l'incendie, enfin pour arrêter les flammes, et qu'ils ont laissé cramer le truc avec des gens dedans, puisqu'il faut quand même préciser qu'il y a 73
eu 73 morts dans cet incendie-là, qui a littéralement fait un séisme dans la ville, puisque la ville va être placée sous tutelle de l'État pour mauvaise gestion générale, locale. Qui a dit comme d'habitude? Qui a dit comme maintenant? Ah, pas dit. Ah non, mais y a des choses qui ne changent pas. Voilà. Et si vous êtes de Marseille, vous avez entendu parler de Carbone, de Spirito, des Guérini, de toute la famille, voilà, de tous ces gens qui sont cités à la fin, Santucci, etc. Et de l'histoire de Balducci aussi. Voilà, c'est des noms qui vous parlent, si vous connaissez Marseille, c'est des noms qui sont véritablement dans ce livre-là. Et François Thomazeau, qui est un des polardeux, il fait partie, je crois, de certes Marseillais des polardeux, c'est-à-dire vraiment des auteurs de polars marseillais. Alors tout le monde connaît Jean-Claude Izzo, qui était le pionnier, on va dire, voilà, et tous ceux qui se sont engagés avec talent derrière lui. Il a gagné un prix, je crois, du Carré des écrivains pour Martial Convention, il me semble bien. Je crois que j'étais présente quand il a gagné ce prix, ou alors en tous les cas je l'ai vu, mais voilà. Alors c'est un livre qui commence en 38 et qui finit en 43. Puisque la ville va connaître beaucoup de temps très compliqués. Alors l'incendie qui va véritablement faire exploser tous les étages de tout, c'est-à-dire du maire jusqu'aux syndicats, des syndicats jusqu'aux travailleurs de la ville, la préfecture, l'hôtel de police, tout le monde va s'en prendre pour sa tronche. Y compris les services d'incendie et de sécurité, puisque à partir de ce moment-là, c'est les militaires qui vont prendre la main sur Marseille, puisque à Marseille, il y a les marins-pompiers, et nous sommes heureux d'avoir les marins-pompiers que pour nous, puisque les sapeurs-pompiers, qui sont dans les Bouches-du-Rhône, n'ont pas le droit, théoriquement, de rentrer sur le territoire de la ville de Marseille, intramuros, donc c'est quand même assez large, hein. Ça englobe les calanques. Ah ouais, non, mais Marseille, c'est large. Sauf si les marins-pompiers demandent de l'aide, ce qui est arrivé plusieurs fois quand il y a eu des incendies dans les calanques et tout le tour. Il y a une année où vraiment le feu est parti. Si vous connaissez, si vous allez taper sur Google Maps, vous tapez Andoum. Enfin, vous tapez, pardon, la calanque d'Envaux et vous tapez, par exemple, vous tapez Estac, ça va être plus simple. C'était parti de pratiquement la Côte Bleue et ça avait fait l'Estac tout le tour de Marseille. Et quand je vous dis tout le tour, c'est qu'on a des collines qui nous bougent tout le long, hein, jusqu'à la baie des Singes, hein, qui est l'extrémité de l'autre côté. Voilà, et donc là les sapeurs-pompiers étaient venus aider sur le territoire de Marseille les marins-pompiers qui ne pouvaient pas tout faire, hein. Ils luttaient depuis presque une semaine. Et les interventions en ville, le feu, les incendies, plus tout ce qui peut arriver dans une ville, puisqu'ils aident aussi aux gens qui sont malades, aux gens qui sont en détresse, etc., dans les rues, dans les appartements. Voilà, donc Marseille est toujours très reconnaissante, hein. Je pense que c'est un des rares corps qui fait l'unanimité dans Marseille, où que vous soyez, les marins-pompiers. Voilà, tout le monde se pousse, hein. Ils ont même pas klaxonné, tout le monde évacue, hein. Il y a un bouchon, tout le monde arrive déboucher le bouchon si c'est marins-pompiers, les autres on s'en fout. Voilà, c'est Marseille. Voilà, donc ne commencez pas à dire c'est Marseille bébé, c'est insupportable, hein, je vous le dis. C'est les gens qui sont dehors qui disent Marseille bébé, c'est insupportable. Bon, bref, donc on arrive à 43, la guerre, etc. Marseille est quand même une ville qui était dans la zone libre, je rappelle, mais qui a été une plaque tournante de tous les intellectuels, de tous les résistants, de tous les communistes, de tous des personnes de confession juive, etc., qui luttaient contre l'arrivée des nazis et du régime de Vichy. Donc il y a eu une concentration, et il y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi à faire embarquer sur des bateaux pour partir, soit en Afrique du Nord, soit ailleurs. Ou en Amérique, hein, il y en a même un qui est parti, pour pouvoir loger. Donc Marseille est devenue une espèce de plaque tournante, un peu de résistance et de dernière ville libre, si vous voulez. Le tout avec la mafia, la pègre, machin, etc. Enfin, tout le bordel, quoi, comme d'habitude. Simplement, quand le 11 novembre 1942, la zone libre est tombée, les Allemands vont rentrer dans la ville et vont dynamiter, quand on dit dynamiter, le quartier du Panier, et arrêter des gens.
pour la plupart des juifs, des roms, des gens qui ne leur convenaient pas, parce qu'ils arrêtaient ailleurs, ils l'ont arrêté là. Ils les ont déportés au camp des Milles qui se trouve juste à côté de Aix-en-Provence. Et je vous invite, si un jour vous êtes dans la région, d'aller visiter le camp des Milles. Parce que moi je l'ai vu quand il était même pas à ce moment. Maintenant c'est un musée, c'est très didactique, c'est magnifiquement bien fait. Nous on était allés le voir, c'était un squat. Hein. Voilà, mais... C'était toujours là, mais c'était vraiment pas dans ces conditions-là. Maintenant, vous pouvez voir exactement ce qui est arrivé. Et en fait, ils ont dynamité le Vieux-Port. Mais véritablement, tout le quartier du Panier, de ce côté du Vieux-Port, ils l'ont explosé. Voilà, mais à la dynamite. Voilà, donc ils ont déporté des gens, tué des gens. Donc inutile de vous dire que Marseille a brûlé. Hein. Voilà, elle n'a pas brûlé que pour les galeries, je ne vous montre plus. Pour les nouvelles galeries, hein, voilà, mais ça a sacrément charclé, donc vous imaginez que quelquefois, c'est pour ça que y a beaucoup de rebelles dans cette ville. Voilà. Ah bah c'est dans le sang, hein, quand vous êtes petit ou on vous apprend ça, vous dites ah oui, bah pourquoi? Citronnade sans sucre. Et bon, ça rafraîchit à l'intérieur de la batte. Autre livre. Donc, et là j'ai été très contente de retrouver. Donc j'ai vu qu'il y avait le 5e qui était sorti, mars, alors il y a avril et mai est sorti au mois de mai, c'est le cas de le dire. Donc je les lirai avant la fin de l'année, les deux, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Alors, c'est Bobby Mars Forever, donc de Alan Parks. Je remercie encore Audrey, si elle passe par là, de me l'avoir indiqué pour Janvier Noir en me disant je pense que ça va te plaire. Eh bien elle a raison. Voilà. Alors on retrouve avec grand plaisir notre ami Harry McCoy, toujours 30 ans. Pas forcément toutes ses dents, mais toujours ses amis, ses amours, ses emmerdes. Hein. Alors lui, mais il n'a pas de cul. Voilà. Et en plus, il a quand même une mauvaise tendance à la bibine. Bon, vous allez me dire, ouais, c'est un Écossais. Bon, ouais, ça va, hein. Bon, on est toujours dans les années 70 à Glasgow, 73 exactement. On est au mois de mars. Bravo, bien, vous suivez. Et Harry McCoy a, comme qui dirait, un gros problème, puisque, alors je ne vais pas vous raconter ce qui s'est passé dans février, mais il est un peu mis au banc de son commissariat, donc il est relégué aux tâches subalternes, sachant qu'il y a un autre inspecteur qui est venu, entre guillemets, diriger son équipe, et ce type le déteste, donc il le prend vraiment pour son larbin, limite s'il lui fait pas nettoyer les toilettes. Hein. Bon. Et on va le mettre sur une enquête, cuculapraline, mais, parce qu'il n'a pas eu chance le garçon, il va se retrouver en première ligne pour certaines choses. Il va tomber par hasard sur certaines choses qui vont l'amener sur l'enlèvement d'une petite fille qui s'appelle Alice Kelly, qui a été enlevée en pleine rue, que tous les commissariats cherchent à Glasgow, et donc lui, par on va dire acquaintance, va se retrouver à enquêter en off sur ça, tout en n'enquêtant pas du tout, mais en étant confronté à des révélations de le Bobby Mars en question, qui est une rock'n'roll star, qui aurait participé sur une maquette d'un album des Rolling Stones et qui est très pote avec Keith Richards, est retrouvé mort d'une overdose visiblement. Dans son hôtel, simplement, il y a des traces sur l'endroit, et les traces amènent McCoy à un endroit qui correspond à l'enquête officieuse qu'on lui a confiée, rien que le chef de la brigade, puisque sa nièce, Laura, a disparu. Et s'est cassé avec un petit dealer, un petit gangster du coin. Donc McCoy va se retrouver sur 3 enquêtes sans être véritablement dépêché sur aucune des 3. Alors vous imaginez bien que ça va mal tourner, on est bien d'accord, qui va s'en prendre plein sa jolie gueule, parce que choupi, et qui va essayer de se sortir de certains gros problèmes personnels, le tout pour essayer aussi de sauver de la disgrâce son meilleur pote et gangster notoire, et un peu le chef mafieux du coin, qui a plongé dans la blanche, dans la cocaïne, et qui n'est plus du tout lui-même. Il va recroiser son ex, qui était juste que la mère de son enfant, qui est décédée, hein, on le sait dès le premier tome.
Donc il est toujours un peu amoureux d'elle, mais de toute façon il est tellement poté ce garçon qu'on se demande vraiment comment il arrive à survivre hein, à chaque... ah non, on se demande. Donc c'est vraiment mes amis, mes amours, mes emmerdes hein, sur Harry McCoy, mais c'est vraiment un personnage fabuleux. Voilà, c'est bien écrit, c'est bien foutu, l'ambiance des années 70, du sexe, drogue et rock'n'roll est très très bien retranscrit. Glasgow et son écrin, alors c'est noir, hein, c'est moins poisseux quand même que l'enfant de février, moins poisseux quand même, mais voilà, c'est noir, noir c'est noir, hein, comme auraient chanté certaines personnes. C'est vraiment, vraiment une série, enfin une saga si vous voulez, que j'aime beaucoup, parce que ça tient à la fois de l'enquête policière, de l'enquête de mœurs, de l'enquête sociétale, le tout avec un personnage qui est très attachant, qui vous avez juste envie de lui dire « Ah non, mais non, on va pas là !» Donc vous avez... C'est limite si vous voulez pas lui prendre la main en lui disant « Non, non, alors tu arrêtes tes conneries, Harry, reviens à la Casbah. » Voilà. Donc, mais vraiment, il a toujours ce côté un peu loser magnifique, mais il est très bon dans son métier, donc voilà, ça fait des très très bons polars. Donc ça c'est le 3, il reste avril et mai, et je les ai déjà lorgnés, c'est-à-dire que je sais déjà ce que je vais faire. Voilà. Comme vous savez, tous les mois de novembre, il y a le Black November. Personnellement, je ne fais plus du tout les catégories, parce que ça fait 2 ans que les catégories, je peux rien rentrer dedans. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je cale en trichant comme une grosse dinde. Cette année, je tricherai pour mettre les 2. Hop là, vamos. Donc, 4e livre que j'ai lu. Là, ça va commencer à devenir problématique, moi. Ah, il y a un problème. Alors, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ce point de lecture va faire 4 heures. C'est la suite donc de La Cité de Feu, La Cité de Larmes, où Kate Moss, qui est, alors, qui n'est pas, sa réputation de Kate Follett au féminin n'est pas usurpée, parce que c'est vraiment des romans historiques assez faciles, grand public, on va dire, sans que ça soit péjoratif, commencez pas à gueuler, mais c'est du grand public, c'est facile, il n'y a pas de prise de tête. Elle a pris le parti de faire une saga très féminine, puisque sa tête de pont, c'est Minou Joubert, donc c'est une jeune femme qui est de Carcassonne, qu'on a suivi dans le 1 et le 2, qui s'est retrouvée au milieu des guerres de religion, qui est tombée amoureuse d'un Hollandais protestant et qui a fui, voilà, avec lui à Amsterdam, juste après, en tous les cas, pas loin de la Saint-Barthélemy. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent dans les 2 premiers, et donc franchement, moi j'avais beaucoup aimé les 2 premiers, je l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit, allez-y, si vous aimez les romans historiques, qui sont pas prises de tête, si vous aimez Kate Follett, vous aurez aimé. En plus, c'est un très beau portrait de femme. Il y en a plusieurs, mais la principale, c'est un très beau portrait de femme. Il y a un pendant, il y a une belle histoire d'amour qui n'est pas Cuculapraline. Et vous savez que moi, ça, Cuculapraline, ça passe pas. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, ouh, le 3, chic. Alors, l'écrivaine a signalé que c'était pas le dernier. Il y en a vraisemblablement un autre, un 4e, puisque visiblement elle est déjà en train d'y travailler ou elle l'a déjà fait. Mais à sa préface, et je vais dire tout de suite ce qu'elle dit à peu près dans sa préface, elle dit qu'elle va aller du 16e au milieu du 19e. Vu qu'on s'arrête à la fin du 17e, je parierai sur 6 tomes. Je dis ça, je dis rien, mais moi je dirais 6. Voilà, si elle fait un tome par truc, ça fait à peu près ça. Alors, dans la préface, elle le dit tout de suite, et je le signale parce que ça a influé aussi sur ma façon de lire. Elle nous dit d'entrée de jeu qu'elle a pris d'énormes, et quand je dis énorme, c'est limite si on n'était pas en gras et en taille 18, d'énormes libertés avec l'histoire et d'énormes libertés avec les mœurs de l'époque. Ceci étant dit, on est d'accord que l'est pas. Alors, nous sommes en 1610, quand on commence le livre, nous sommes en 1621-22, une jeune femme qui s'appelle Louise, pardon, je me suis ouvert le doigt tout à l'heure, et là ça renseigne, putain. Tant pis, je mets sur le t-shirt, ça se verra pas, j'irai laver le t-shirt après.
Nous sommes donc avec Louise qui est emprisonnée dans une île. Elle attend en fait en gros sa pendaison et elle nous raconte ce qui s'est passé pour en venir là. Alors, on la retrouve en 1610 et Louise n'est autre que la petite fille de Minou et de Piette qui a 25 ans, donc en 1610, qui va à Paris avec ses grands-parents puisque sa mère est morte, et ceux qui ont lu le tome 2 sauront comment elle est morte. Et donc cette jeune femme, donc 25 ans, arrive à Paris pour toucher l'héritage qu'elle doit de son papa. Alors, père qu'elle n'a pas connu, hein, en gros, mais qui lui a légué quand même suffisamment d'argent pour être non seulement une femme riche, indépendante, mais à la tête de beaucoup d'argent, beaucoup d'argent pour l'époque. Surtout pour une femme. Enfin, les femmes étaient riches, hein, mais voilà, mais elle n'est pas mariée à 25 ans, etc. Elle ne veut pas se marier, voilà, elle veut être tranquille. Et donc, elle arrive en 1610, pile poil à Paris, pile poil au moment où Henri IV va subir cet attentat par Ravaillac qui va le tuer. Alors, premier gros entorse avec l'histoire, on est d'accord, hein, elle se promène place de Grève seule, elle tombe, son regard est happé par un homme qui n'est autre que Ravaillac, qui comme par hasard la regarde, se rappellera de ses yeux vairons, puisque c'est la marque de toutes les femmes de la famille Joubert, etc. Donc là déjà je me suis dit, oh c'est rigolo, enfin perso, vous savez que moi l'histoire ça m'énerve quand on trahit, mais comme elle l'avait dit, moi je me suis dit, oh c'est rigolo, c'est marrant de faire ça, alors que vous savez que c'est faux, le mec il a pas vu, elle était pas là. Bon, donc Henri IV meurt, et donc cette jeune femme hérite, et on la retrouve en 1621, toujours entre Amsterdam et Paris, puisqu'elle est repartie à Amsterdam, ses tantes, donc, dont une est la sœur de sa grand-mère, ont une flotte de commerce, de bateaux de commerce, de femmes, qui sont ensemble, hein, qui sont un couple, alors un couple caché, mais un couple quand même, qui ont énormément d'argent, qui font du négoce, et donc cette jeune femme va se retrouver à la tête d'un bateau. Voilà, donc elle va récupérer le bateau, elle doit récupérer le bateau à La Rochelle. Quand elle arrive à La Rochelle, elle rencontre un certain Gilles, que nous, on a suivi depuis 1610, puisque parallèlement, on suit ce personnage, puisque la romancière a décidé de le faire. Et donc, nous, on sait qui est Gilles, dès le début. On sait qui est ce jeune garçon, puisqu'en fait, quand elle le rencontre en 1610, enfin en 1621, pardon, il a 20 ans, elle en a donc 35, si vous suivez le truc. Et donc elle va l'embarquer sur un bateau, bon, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé de dramatique pour lui, et donc elle le récupère comme secrétaire, scribe, etc. pour sa compagnie de bateau, et elles vont repartir à Amsterdam. De là, évidemment, il va se passer autre chose, et hop, on rembarque sur le bateau, et cette fois-ci, on va dans les Grandes Canaries, on va sur la côte barbaresque, etc. Et en tant que elle, capitaine du vaisseau, donc capitana. Alors, je vous passe les péripéties en mer, les pirates, les machins, les trucs, le négoce, le machin. Si vous passez que sur ça, c'est vraiment un roman dans la foulée des autres. C'est-à-dire que c'est un roman avec des rebondissements, avec de l'épique, avec des aventures. Les conditions sur les bateaux de l'époque sont très bien foutues. Il y a tout ce qu'il faut. La révolte des marins, la mort, les tempêtes, la peur, le vaisseau fantôme qui arrive en millions. Alors ça, c'est vrai qu'il y a eu 2 femmes pirates très connues aux entours du 16e, 17e. Elle le dit, hein, qui lui a inspiré cette histoire de vaisseau fantôme, pirate, machin, femme, etc. Et donc tout ça donne en fait une histoire assez rocambolesque, assez agréable à lire. C'est toujours le même style chez Kate Moss, donc c'est très agréable à lire, ça coule. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment fluide, il n'y a pas de mots qui vous heurtent, c'est vraiment, ça s'enchaîne. Voilà, si vous avez aimé les 2 premiers, forcément sur ce truc-là, vous aimerez. Moi, le seul truc qui m'a gênée, et alors attention, sortez tous vos petits chakras de tolérance, hein, parce que vous allez gueuler, enfin j'en connais qui vont gueuler. Moi, ce qui m'a gênée, c'est le traitement qu'elle a fait de l'histoire d'amour.
Alors, Louise va tomber amoureuse de Gilles. Gilles va tomber amoureux de Louise. On s'en doute dès le moment où ils se rencontrent. Mais c'est pas ça le problème. Le souci, c'est que nous, on sait qui est Gilles. Et moi, ça m'a posé un problème, parce que j'aurais aimé que la romancière nous le dise pas. Parce que je suppose que son but, c'est de faire de cette histoire, donc il y a 2 histoires d'amour dans cette... alors, outre Minou et Piette, mais... Ah, tenez-vous aux branches à ce moment-là. Oui, parce qu'ils sont vieux, hein, donc vous savez bien que... Voilà, ça, j'ai spoilé, mais que voulez-vous, j'ai dit vous le gâchez, mais vous imaginez bien que... Hein, on est bien d'accord, 1610, réfléchissez, 1620, réfléchissez à combien ils ont. Voilà, oui, Saint-Barthélemy. Réfléchissez à quel âge ils ont. Bon, bref. Donc, moi, ça m'a pas posé... C'est pas le fait que ça soit 2 histoires d'amour, parce que c'est vraiment des histoires d'amour. 2 histoires d'amour entre deux femmes, oui, pour la tante et sa compagne. Et qu'ensuite, on sache que Louise et Gilles sont 2 femmes aussi. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le traitement qui a été fait. C'est-à-dire que, pour moi, le but... Alors, peut-être que c'est pas le but de la romancière, hein, mais... Moi, j'ai pensé que ça aurait été vraiment très beau si son but est ce que je pense être un roman pour prêcher la tolérance et l'amour universel et pas l'amour juste sur un sexe, on s'en fout. Généralement, vous tombez amoureux, vous allez comprendre mon propos. Généralement, on tombe amoureux d'une personne dans son ensemble. Quelquefois, et je suppose que derrière votre écran ça vous est arrivé, vous avez des canons de beauté en vous disant moi j'aime les grands blonds, machin, etc. Et vous tombez amoureux du petit brun qui n'a aucun rapport avec votre fantasme. Ah, ça c'est arrivé à tout le monde. Vous tombez amoureux d'une personne, de son esprit, de son humour, de ses valeurs, alors oui, de son physique au début, mais cela ne fait pas tout hein, dans une histoire d'amour. De peut-être l'alchimie qu'il y a entre vous lors d'un premier baiser, lors d'une première nuit ensemble, etc. Il y a plein de facteurs. Donc, vous tombez amoureux d'un être humain, quel que soit son sexe. On est bien d'accord sur le sujet. Et alors, les gens qui me connaissent et qui me suivent sur cette chaîne savent très bien que moi, la première question que je pose aux gens que j'aime, c'est est-ce que tu es heureux avec cette personne? Que ça soit un escargot ou pas, on s'en tamponne le coquillard. Moi, tant que vous êtes heureux et que vous me répondez oui, cette personne me rend heureuse, que ça soit un homme, une femme, une grenouille ou un perroquet, un chat, vous faites ce que vous voulez avec les animaux, mais pas avec les animaux. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je m'en fous, voilà. Que vous soyez binaire, non-binaire, bleu, vert, rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, tant que vous êtes heureux avec la personne qui est l'élu de votre cœur, moi, ça me va. Donc moi, j'ai pensé que c'était ça qu'elle voulait montrer, que Louise tombait amoureuse de Gilles, sans savoir que c'était une fille, puisqu'elle, de toute façon, elle le découvre vraiment que quand elle l'embrasse, et que Gilles, qui se sait être à la base une fille, est aussi étonnée de tomber amoureuse de Louise, alors que c'est typiquement un garçon. Voilà. En tous les cas, qu'il est dans la peau d'un garçon. Moi, je me suis dit, c'est vraiment pour montrer que quel que soit le sexe de la personne dont on tombe amoureux, on s'en fout. On n'en a rien à carrer. Le problème, c'est que nous, on sait que Gilles est une fille, dès le début du roman, là. Et moi, ça m'a posé un problème. Et tout le long, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle nous développe une histoire d'amour, alors que tout le long, en fait, nous, on n'est pas grugé, mais Louise l'est, ou Gilles n'est pas franc véritablement. Donc, en fait, c'est un peu bizarroïde, parce que même quand il se dévoile, il s'appelle toujours Gilles, elle dit toujours lui, elle dit toujours Gilles, même quand ils sont dans l'intimité. Elle le prend toujours comme un garçon, alors que clairement, elle vient faire l'amour avec une fille. Bon, alors, on est bien d'accord sur le truc. Et là, je me suis dit, mais quel dommage. Alors, peut-être que d'autres qui l'ont lu, dites-moi si vous avez pas lu seulement, ou alors c'est parce que moi, je tiens tellement au fait de dire aux gens, quelle que soit la personne que vous avez, dont vous êtes amoureuse, si la personne vous en foutez de qui elle est, comment elle est, à quoi elle ressemble, elle peut être mince ou grosse, on n'en a rien à carrer.
tant que vous êtes heureux. Voilà. Il y a des gens qui sont encore dans le schéma, ah oui, non, mais moi, j'ose pas sortir avec cette personne, et j'en connais. Parce que ça ne correspond pas à ce que les autres voudraient pour... Bah, vous vous en foutez si vous êtes heureux. On est bien d'accord. Voilà. Et là, moi, j'aurais aimé qu'elle nous détaille Gilles sans qu'on sache qui était Gilles. C'est-à-dire que, véritablement, que nous, on ait la même surprise dans la scène que Louise. Et que ça nous interroge. Et je pense que ça aurait interrogé les gens de vivre cette histoire d'amour. Parce que, véritablement, à un moment donné, c'est épique. Et on se dit même, ah là là, ils sont trop mignons tous les deux. Voilà. Mais comment on sait? Enfin, moi, comme je savais, je me suis dit, mais non, c'est même pas ça. C'est-à-dire que, véritablement, c'était dommage. Parce que moi, j'aurais su à un moment donné que Gilles n'était pas un garçon, je me serais dit merde. Oh merde alors. Oh mais c'est génial parce qu'en fait vous vous seriez attaché au couple et vous auriez barré, tous les gens auraient complètement barré l'histoire de sexe ou pas sexe. S'en fout. Voilà. Et là, ça m'a vraiment gâché le plaisir de cette cause militante qu'elle a. Parce qu'en vérité, elle explique noir sur blanc. On est bien d'accord que, voilà, quel que soit le sexe que vous ayez en face, que la personne dont vous êtes amoureux, on s'en fout. Voilà. Que ce soit 2 femmes, 2 hommes, 2 canaris, on n'en a rien à carrer. Voilà. Donc, et un canari rose et jaune, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, c'est toujours compliqué. Et là, ça m'a vraiment... j'ai été contrariée parce que je me suis dit, ça n'aura pas la même portée. Voilà, ça n'avait pas la même portée si on avait été mis devant le fait accompli, alors que nous, on avait soupiré tout le long du roman pour eux deux. Voilà, alors que là, on se dit, bah oui, de toute façon, c'est bon, elle est amoureuse, voilà, mais c'est pas surprenant, il n'y avait pas de choses. Voilà, après, écoutez, chacun voit midi à sa porte, sinon c'était un très bon roman, c'est juste que parce que moi, je râle comme une putois à chaque fois, vous le savez. Mais c'est vraiment... moi, je l'aurais traité autrement, voilà. Moi, je vous aurais caché qui était Jules, dès le début. Et je vous aurais mis devant le fait accompli en me disant, ben voyez, on peut aimer qui on veut, on s'en fout de qui est la personne en face, tant que vous êtes heureux. Tant que la personne vous fait du bien, que vous vous sentez bien avec la personne et que vous avez l'impression de pouvoir faire n'importe quoi avec cette personne à vos côtés, parce que vous savez que la personne est juste là. Voilà. Alors que là, moi j'étais là, bon alors quand c'est qu'elle va le découvrir, oh là là, mais alors elle est un peu niaise, hein, parce que moi je l'aurais découvert depuis un moment quand même, hein. Ah oui, si, quand même. Et puis en plus, il y a quand même des trucs, vous vous dites, c'est quand même, Gilles est une fille. Donc elle a quand même ses menstrues. Alors se bander la poitrine, ça est arrivé à beaucoup de femmes. Donc ça, à la rigueur, si vous n'avez pas trop de poitrine et que vous bandez, là, bon, vous pouvez aisément passer pour un garçon. Couper les cheveux, les machins, ça passe. Mais alors, quand vous êtes une fille, vous avez des menstrues. On est bien d'accord. Suivre un bateau pendant 90 jours, vu que c'est quand même exigu les cabines dans un bateau, je me suis demandé comment elle avait fait pour ne pas se faire prendre avant. Voilà. Et vraiment, elle s'est fait prendre bêtement par quelqu'un, enfin en tous les cas, quelqu'un a cru comprendre que. Voilà. Alors au milieu, vous avez l'Inquisition qui s'y colle dans les années 1620, vous savez, en Espagne, etc. Oh là, allez, tout y passe. Voilà. Mais franchement, c'est un bon roman. C'est très agréable à lire, à part que j'ai tiqué sur ça. Mais ça, c'est le parti pris de la romancière. Donc c'est Kate Moss qui a écrit ce roman, donc c'est elle qui a raison. Voilà. Lisa n'a pas raison. Mais Lisa, en tant que lectrice, elle a pesté. Voilà. Mais elle vous invite à le lire quand même. Vous voyez, comme quoi c'est... Ah, c'est compliqué chez Lisa, c'est compliqué. Alors. Ah ben écoutez, vous me connaissez. Alors, avant-dernier. Enfin, le roman. En tous les cas, c'est De sang et d'acier de Harald Gilbert. Donc, c'est la suite des aventures du commissaire Oppenheimer. Nous sommes en juin 1948 dans Berlin-Ouest et Berlin-Est. Alors, nous sommes en plein milieu du gros bordel qui va se passer entre les Alliés et le bloc soviétique, puisqu'ils vont faire un blocus ils vont annexer un blocus de l'Est. Et Berlin étant séparé par 4, ils vont littéralement fermer la ville, la moitié de la ville. Voilà, et donc les Alliés, donc les Français, les Américains et les Anglais vont mettre un pont aérien. Alors, le titre allemand, c'est Luftbrücke, ce qui veut dire pont aérien. Voilà, donc de sang et d'acier, je veux bien qu'il y ait du sang et je veux bien qu'il y ait d'acier pour les avions. Moi, des fois, il y a des titres, voilà.
Donc on est avec Oppenheimer qui enquête, qui a un nouveau adjoint, qui enquête donc pour Berlin. Il est plutôt vers l'est, mais il habite à Berlin-Ouest. Et il y a plusieurs personnes, enfin morceaux, plus exactement, de personnes qui vont être découvertes. Alors un pied par là, des Vichters de l'autre côté, un bout là, machin. Et donc il va être chargé de cette enquête-là. Alors assez vite, il faut quand même le dire, assez vite on voit qui a fait ça et pourquoi. Tout ce qui est enquête policière est quand même un degré largement au-dessous de tous les autres opus. Parce que ça, c'est le 6, si je me souviens bien. Bougez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6. Oui, je les ai là. Donc, c'est vraiment au-dessous. Autant toutes les enquêtes policières précédemment étaient vraiment très intéressantes, vraiment passionnantes, on tournait les pages pour savoir. Autant là, voilà. Alors, il y a beaucoup de scènes, de découverte de cadavres, de morceaux de trucs, etc., qui font que, en gros, vous avez l'impression que c'est répétitif. Par contre, tout ce qui est conditions sociales, les conditions des Allemands, des Berlinois, surtout, dans cette période assez chaotique qui préfigure la guerre froide, mais dans ce blocus de Berlin où véritablement ils sont sommés de choisir entre rester à Berlin-Est ou aller à Berlin-Ouest, c'est-à-dire être sous la protection des trios là, franco-anglo-américains, ou de rester du côté soviétique, sachant que les soviétiques imposent une monnaie, les autres imposent une autre monnaie qui n'est pas valable des deux côtés et qui peut vous valoir de la tôle des deux côtés si vous utilisez celui de l'Est à l'Ouest et vice-versa. Voilà. Et toutes les conditions vraiment quotidiennes, c'est-à-dire comment s'alimenter, comment payer, comment se chauffer, comment récupérer des choses pour avoir un peu d'électricité, parce qu'il y a souvent des coupures d'électricité. C'était pas 48, c'était pas encore tout reconstruit, c'était encore le bordel à Berlin. Vraiment. Et donc, sans compter que, évidemment, les quatre puissances se font la guéguerre froide après la guerre. Oui, ils ont signé, mais c'était un peu le souk, voilà. Donc on sent la guerre froide arriver, on sent le mur, on sent vraiment ce fossé se creuser dans Berlin entre l'Est et l'Ouest, et qui va se montrer dans tout ce qui est l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Nous, moi je l'ai connu, ces deux blocos, face à face, hein. Et même Berlin Est, de voir le mur et derrière le mur, c'est quand même assez impressionnant. Tout ce qui est historique, tout ce qui est conditions, tout ce qui est description de Berlin, tout ça, c'est absolument formidable. Mais vraiment, c'est un mot anglais, page-turner, sur tout ce qui est historique de juin 1948. Vraiment. Si vous ne connaissez pas les conditions de juin 48 et qui ont véritablement eu un impact énorme sur les 60 années qui ont suivi. Si, on y est encore des fois. On va dire 80. Oui, si, on y est encore. Donc, franchement, vous avez beaucoup de bases. Alors après, c'est un roman, on est bien d'accord, mais Harald Gilbert, comme Volker Kutscher, sont des mecs qui, en matière de polar historique, surtout sur leur pays, n'édulcorent rien du tout. Ils mettent le truc vrai. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si un auteur de polar français faisait une série de polars de ce calibre-là, en prenant la perspective du régime de Vichy. Alors j'invite les polards à le faire. S'il y en a un qui l'a déjà fait, merci de mettre en commentaire si vous connaissez ça. Parce que ça, c'est une période que très peu de gens... Enfin, les gens n'osent pas trop y aller, alors que je trouve qu'elle est fascinante. Du côté des salauds, on est bien d'accord, mais ça a un potentiel, la base. Hein. Ah oui, vous savez, les salopards et les méchants, c'est toujours aussi agréable. On est bien d'accord. Voilà, dans les livres, pas dans la réalité. Voilà, donc, oui, les connards, on est bien d'accord. Ceux qui crient au régime de Vichy et qui ne savent pas ce qu'est le régime de Vichy, pitié, allez vous renseigner avant de dire des conneries. Voilà, donc c'est vraiment un bouquin qui, historiquement,
au point de vue société, personnelle, vie quotidienne, géopolitique, politique allemande, politique des pays alliés, ce côté gros foutoir, hein, post-seconde guerre mondiale, c'est formidable. L'enquête, moins bien. Voilà. Et donc ça a pêché. Alors heureusement c'est rattrapé. On va dire que 75% du bouquin est vraiment passionnant. Il y a 25% de l'enquête qui, ouais, c'est bien. Hein. À la fin vous dites, ah ouais, ok. Mais c'est pas aussi palpitant que les autres. Côté enquête policière. Voilà, il y a un léger baisse sur le truc. Mais sinon, écoutez, honnêtement, ça se déroule bien. Voilà, en plus on est en plein milieu de 1948, c'est le bordel, enfin bon, l'Allemagne quoi. Voilà, donc 200 et d'acier Harald Gilbert, numéro 6, écoutez, hein, on va continuer la saga. Voilà, et bien sûr, celle que je ne peux pas vous mettre puisque je vous ai montré le livre tout à l'heure, donc j'ai relu moi, Le Malade imaginaire de Molière. Écoutez, que vous dire, Molière. Alors certaines, ça a été un peu le bordel hein, ce mois-ci. Y en a qui ont lu Les Femmes Savantes, L'école des femmes, les filles qui ont suivi gueuler, Le médecin malgré lui, Don Juan, Tartuffe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il y en a eu Fourberie des Scapins, je crois qu'il y en a qui ont relu. Bref, j'avais dit celui-là de Molière, mais après je n'interdis à personne de lire d'autres pièces de l'auteur. Donc elles ont toutes choisi, elles ont décidé de choisir d'autres pièces. On leur a dit ok, pas de problème. Donc on a fait ce genre de choses. C'était assez drôle d'ailleurs, parce que chacune donnait son sentiment sur la pièce qu'elle lisait pour la première fois, ou qu'elle relisait, en l'occurrence comme moi. Mais on a beaucoup relu. Il y en a une ou deux qui ont découvert certaines pièces de Molière, elles avaient déjà lu Molière, mais pas celle-là. Écoutez, la force de Molière, c'est que là, il se moque des médecins, il se moque de cette sans vergogne, hein, il se moque des gens qui se croient plus beaux que voilà. Mais Molière a cette force que quand vous relisez ses pièces, c'est hyper moderne. Et ce qu'il applique à l'époque aux médecins pourrait s'appliquer très bien maintenant sur d'autres corps de métier. Voilà. Donc c'est vraiment la force quand vous relisez Molière, et depuis le début de l'année, relisant les autres pièces de théâtre, c'est qu'il y en a certains qui ont dans les plus vieux, qui ont une modernité assez incroyable. C'est-à-dire vraiment, je suis en train de crever. Qui ont une modernité assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette faculté de traverser les siècles et de s'emparer, alors peut-être parce que les sujets sont peut-être universel, ou juste parce que l'histoire malheureusement souvent se répète, parce que les gens sont des cons, hein. Enfin, oui, les gens ne connaissent pas trop l'histoire, et quand c'est trop tard, ils se disent, je vais me renseigner, tu aurais dû te renseigner avant, voilà, donc, ah non mais moi ça m'énerve, vous savez que ça c'est un truc, et donc lui il a cette modernité là, on va dire, c'est-à-dire que il a dans toutes ses pièces presque des sujets qui sont universel et qu'on peut se réapproprier quand on le lit, même si on le lit sur l'époque, mais notre tête, en espérant qu'il faut avoir un cerveau, hein, on est bien d'accord, en état de marche, vous pensez à votre vie actuelle et vous vous dites « Ah ouais, mais là il dénonce ça, mais tiens, ça pourrait être pour ça aussi. » Voilà. Donc franchement, ça a été un bon mois de lecture, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Tous mes bouquins. Je suis en train de préparer ma pile à lire estivale. Donc on passe maintenant à ce qui va se passer cet été. Donc j'espère que vous avez aimé le point lecture en bas, commentaires, bisous, machin. Ah oui, alors notre ami YouTube me refait encore des débilités. Je ne reçois pas les notifications des commentaires. Voilà. Qui sont stockés ça m'énerve, qui sont stockés dans une espèce de boîte avec écrit « Merci d'approuver le commentaire ». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où il faut décocher cette merde. Bon, après, ça me permet de trier parce que des fois, j'ai des commentaires un peu cons, enfin un peu tendancieux. Donc ceux-là, je les vire d'entrée ou je les bloque. Donc ça me permet aussi de faire le tri, mais il ne me notifie pas les commentaires. Donc inutile de vous dire que... comme je ne suis pas sur mon téléphone toutes les 30 secondes parce que on travaille dans la journée, le soir quand j'arrive je tape et puis je fais « Oh putain, il y en a combien là? Je ne les ai pas vus ceux-là !» Et la dernière fois quand même 3 semaines il me les a bloqués. Je ne les avais pas vus. Et même en faisant non publié en cours d'examen, je ne les voyais pas. Et en fait, tout simplement parce qu'ils étaient dans la boîte où ils avaient été validés, mais ils étaient en attente
oui, d'approbation pour être publié sous la vidéo. Je me disais, enfin, c'est bizarre. Alors, je veux dire que j'ai pas 500 millions de commentaires, mais j'ai toujours à peu près une petite dizaine de commentaires et souvent des mêmes personnes. Donc, je me dis, tiens, c'est bizarre, elle a pas commenté mon truc. Oh, bah tiens, la vidéo lui plaît pas. Tu voyez, je me suis dit, oh, c'est bizarre et tout. Puis après, évidemment, j'ai compris. Il y avait 30. Tiens, oh, pardon, désolé, bip, 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 bip. Donc, voilà, la douille continue à faire ses conneries. Donc, il va avoir 2 autres vidéos après celle-là. Il va avoir donc mercredi prochain la pile à lire estivale. Et donc, ça sera pour les 2 mois. Parce que je me suis aperçue depuis 2 ans que en fait, j'ai beau faire des vidéos l'été, c'est des flops, personne ne les regarde. Et donc après, on me dit « Ah, j'avais pas vu que tu avais lu ça au mois d'août. » Ah bah oui, non, je l'ai publié au mois d'août, ma vidéo. « Ah non, mais moi, je suis en vacances, je ne regarde pas. » Bon alors, pourquoi je me ferais chier à faire des vidéos et à mourir de chaleur si c'est pour que personne ne les regarde. Donc, je vais mettre la pile à lire. Donc, ça sera pour juillet et août. Donc, tous les bouquins que je vais lire en juillet et août. Il y en a un que je n'ai pas parce qu'il sort mi-juillet, mi-août pour la rentrée littéraire. Mais je vous mettrai, si j'y pense, il faut que je la tourne d'abord. Elle est tournée, parce que je l'ai tournée vendredi soir. La pile à lire. Donc, je ne l'ai pas montée par contre. Enfin, pour monter, vous savez comment je fais. Hein. Je fais le truc avant, le truc après, et hop, elle part. Je fais pas de montage, je coupe pas, je m'en fous en fait. Mais là, il faut que je pense à vous mettre l'encart des 6 livres de la rentrée littéraire que j'ai repérés, dont 3 qui vont atterrir dans la pile à lire de septembre et 3 qui y arriveront. Voilà. Pour que vous voyez ce que je vais lire. Parce que s'il y en a une qui vous intéresse, peut-être que vous voudrez bien le lire en lecture commune avec moi, sachant que chez moi, les lectures communes, hein, c'est chacun à son rythme, personne ne s'excite. Voilà, on ne fait pas de découpage à la seconde près, on ne se tient pas informé toutes les secondes ce qu'on a lu, non, on va se calmer. Voilà, mais c'est pour discuter. Voilà. Donc il y aura cette vidéo et il y aura le bilan du premier semestre qui suivra la semaine d'après. Voilà. Après, il n'y a plus de vidéos. Il y aura plus de vidéos avant fin août, où il y aura le programme culturel estival et le point lecture estival. Voilà. Et après, en septembre, il y aura la pile à lire, le point lecture à la fin. Je pense que les thématiques, je vais les reprendre, puisqu'on m'a demandé des thématiques historiques. Donc voilà, la première, je pense, thématique historique sur le podcast, mais qui sera rebalancée en version podcast animée ici. Ça sera sur Aliénor d'Aquitaine, puisqu'on me l'a demandé. Ça fait 6 mois que 5-6 personnes n'arrêtent pas de me harceler avec ça. Je leur ai dit que j'étais pas la spécialiste d'Aliénor, mais que je pouvais bien leur faire un gros résumé très large et et non détaillé de la vie d'Aliénor, avec certaines choses qui étaient plus proches de moi. Et voilà, ce sera ça à la rentrée. Il n'y aura pas de vidéo de rentrée parce qu'en gros, je continue à faire ce que je fais. Par contre, si vous aimez les podcasts, il y a, même si l'année dernière ça a fait des flops, mais c'est pas grave, je les continue. J'ai préparé des podcasts, oui, je les ai préparés parce que voilà, il fait chaud. Et puis moi, cet été, je fais une grosse pause digitale aussi parce que, en gros, que je fasse beaucoup de travail ou que j'en fasse pas, ça change pas mes likes, ça change pas mes vues. En fait, c'est toujours les mêmes qui commentent, qui voient et qui mettent des likes. Donc, je sais qu'elles et ils seront fidèles, que ça soit sur SoundCloud ou ici. Les autres, voilà, je vous aime bien, hein, mais je veux dire, quand je vois que l'été, il n'y a que mes abonnés fidèles qui regardent et que le reste du temps, ouais, on regarde, mais ça n'intéresse pas outre mesure, je vais voir, l'été, hein, je parle de celle d'été, je vois vraiment pas pourquoi je me casserais la tête à faire beaucoup plus de podcasts et de vidéos l'été, si c'est pour que je perde du temps pour rien. Voilà. Donc, il y aura des podcasts, et les podcasts, il y en aura 2 sur des femmes que j'aime beaucoup, 2 écrivaines que j'aime beaucoup et qui je vois rarement passer et que j'aimerais remettre en lumière, qui sont Marie-Louise Gagneur et Clémentine Robert. Donc ces 2 femmes que j'ai lues, dont je vous invite et je vous expliquerai les livres qu'il faut lire parce que franchement c'est des très bonnes écrivaines, mais que je vois rarement exposées un peu de partout. Alors bon, peut-être que après mes podcasts, comme la dernière fois, il y a des personnes qui se découvriront des nouveautés, qui diront « Oh oui, mais je l'ai découvert par hasard », sans bien sûr me mentionner, hein, c'est comme d'habitude.
Et tous les dimanches, vous aurez 5 minutes maximum de poèmes que j'aime et que je récite. Alors oui, je suis nulle en poésie, hein, je suis pas une comédienne, mais ça m'a fait plaisir de les faire parce que c'est des poèmes que j'aime, c'est des poètes et poétesses que j'aime, et donc j'avais envie de vous partager. En gros, dimanche matin, vous prenez votre café, 5 minutes, le temps de boire le café, vous avez Lisa dans les oreilles, ça dure pas plus longtemps, et ça va vous tenir compagnie les dimanches matins, tranquille jusqu'à la fin août, en attendant que Lisa revienne, revienne sur les plateformes, parce qu'elle travaille, Lisa, elle bosse. Ah bah écoutez, il y en a qui bossent, hein, voilà, mais digital, voilà, je posterai des trucs plus en story ou Instagram, mais des choses, voilà, pour dire, regardez ma vidéo, mon podcast, comme je fais d'habitude, ou mes livres, pour montrer ce que je lis, mais sinon, voilà, je décroche parce que ça me fait du bien. Et puis en plus, il fait très chaud, donc je suis une espèce de Jabba le Hutt sur canapé. Je ne bouge plus. Hein, voilà. En plus, je vous le dis tout de suite, il y a les JO et je vais me taper tous les soirs les replays de l'athlé. Il y a du foot. Il va y avoir les championnats bientôt qui vont reprendre ou machin. La Formule 1 fait une halte en août, là je vais crever, donc c'est en Formule 1, moi ça va pas les dimanches après-midi. Voilà, donc écoutez, d'ici là portez-vous bien, allez voir la pile à lire donc estivale mercredi prochain, puis le bilan du premier semestre, et vous verrez, je vous explique vraiment les livres que j'ai eu en coup de cœur. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais vraiment ça a été des bons bonbons. Et puis bah, écoutez, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et sinon, si après la prochaine vidéo ça vous gave, passez un bon été, on se retrouve à la rentrée. Et puis si vous voulez savoir un peu plus, allez sur Instagram, abonnez-vous. Et puis comme ça vous saurez ce que je vous réserve, parce que je vous le dirai. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ah oui, alors il y a une personne qui m'a dit, tu n'as pas fait la genèse de ton nouvel ouvrage. Ah oui, alors je vais vous le montrer. Alors ceux qui en ont marre, qui n'aiment pas Lisa, auteur, hein, là, oui ça fait du bruit. C'est parce que c'est dans le papier bulle. Je vais plus préparer. Voilà, toutes les personnes qui détestent Lisa auteur, parce que paraît-il que c'est pas normal que je sache lire et écrire, et que j'ai un peu plus de talent. C'est ce qu'on m'a dit la dernière fois. C'est très gentiment on me l'a dit, hein, mais voilà. Donc ceux qui n'aiment pas Lisa en tant qu'auteur parce qu'ils trouvent que publier un livre par an c'est trop, et que je ne devrais pas savoir lire, écrire un livre par an, c'est chiant. Lisa elle sait écrire un livre par an, mais comment fait-elle? Et elle fait son cerveau fait, hein, elle fait ce qu'elle peut déjà. Voilà, donc mon dernier ouvrage c'est ça. Voilà. Donc ça s'appelle Saint-Martial-Viverolles, un village à travers les siècles. Donc c'est une pavasse. Ah oui, pour vous montrer le grand format de Kate Moss et le mien. Voilà. Mais c'est une monographie. Voilà, c'est la monographie sur l'histoire de mon village. Voilà. Donc à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur mon village. Donc oui, c'est en noir et blanc parce que l'imprimeur c'était beaucoup trop cher. Mais voilà, je vais de l'Antiquité à la Révolution, de la Révolution à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, puis à tous les châteaux et aux familles qui ont habité dans mon village, en détaillant toute leur vie, la vie de ces seigneurs. En détaillant les châteaux, ensuite les poilus, parce que ça c'est mes chéris. Ah, attendez, je vais vous montrer Louis Gendreau quand même, faut pas déconner. Ah bah si, quand même, hein. Dans une vie, il y a des vies comme ça où c'est mon chéri Louis Gendreau, vous le savez. Voilà, ça c'est mon chéri à moi. Voilà, donc des gens comme ça, et puis après vous avez les recettes de cuisine, enfin si vous avez un guide touristique, alors non seulement du village, mais un guide touristique de ce qui peut être à peu près à 40 à 50 km autour de chez moi, ce qui peut vous aider à aller visiter des trucs sympas. Vous avez un peu de poésie, puis vous avez surtout les recettes de cuisine de ma grand-mère. Voilà. Donc les cartes postales, les vieilles cartes postales de la Dordogne, enfin de mon village. Voilà, donc j'ai pas fait de... Donc il est assez grand, je vous dis, voilà la taille de la bête. Il doit faire dans les 380 pages, mais c'est une pavasse.
Voilà. Il est déjà référencé sur la FNAC, j'ai vu. J'ai été très étonnée. D'habitude, la FNAC, ils mettent 3 ans à me référencer. Et là, ils m'ont référencé d'entrée de jeu. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est très rare. Voilà. Déjà, les romans, ils ont du mal à référencer mes romans. Mais alors là, le truc, il est... Honnêtement, il sort le 2 juillet. Donc, je l'ai déjà préouvert sur le site de The Book. Et d'habitude, d'entrée de jeu, le premier, c'est Rakuten. La Rakuten l'a pas encore mis. Mais par contre, la FNAC l'a mis. Allez savoir ce qui s'est passé pour la FNAC. Bah, tant mieux, hein, vous me direz. Bon, voilà. Donc, j'ai pas fait de genèse de cet ouvrage-là parce que c'est pas un roman. Et parce que j'ai déjà fait une genèse de Saint-Martial. Et que c'est la version améliorée. C'est-à-dire que, honnêtement, la précédente, elle faisait à peu près pas tout à fait 200 pages. Là, elle fait le double. Voilà, il y a beaucoup de photos et j'ai trouvé beaucoup de choses nouvelles sur le village, sur l'histoire du village. Alors après, ça s'adresse effectivement qu'aux gens de mon coin, de mon canton, de mon village, des villages d'à côté, du Périgord vert. Sauf si vous êtes une fan de Lisa, on est bien d'accord, et que vous voulez avoir ce roman, enfin cette monographie-là, parce que vous voulez avoir ma plume ailleurs que dans un roman, surtout dans la partie histoire de la tête de Lisa. Voilà, mais sinon, écoutez, oui, je suis très fière de ma bébête. Regardez, oh, fière. Voilà. Je remercie quand même pour le ripollinage l'équipe de Fanny, parce que j'avais fait une très belle couverture. Bah, je vais vous montrer, parce que je l'ai, ma couverture. La couverture de base, non, bah, alors vous allez voir. La couverture de base, c'était ça. C'est moi qui l'ai faite. Ma couverture, c'est Bibi hein, qui l'a fait. Regardez, elle est trop jolie. Voilà, elle est jolie. Mais là, le vert n'était pas celui que je voulais. J'arrivais pas avec mon logiciel tout pourri. Là, j'ai un logiciel tout pourri. Enfin, j'ai le logiciel de base. J'ai Paint. Commencez pas à gueuler. Riez pas derrière votre écran. J'ai Paint. Ah bah oui, non, mais voilà. Et je râlais. Et gentiment, j'ai dit à Fanny, oh, j'arrive pas à faire le vert. Ça me gonfle. Puis, il y a un truc qui est un peu baveux, mais j'arrive pas avec mon Paint. Elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, qu'est Paint? Renvoie la couverture. Donc ils m'ont fait un ripollinage. Voilà. Donc en fait, vous voyez, il y avait quand même une différence de couleur. Je sais pas si à l'écran ça se voit. Si quand même. Enfin moi je la vois. Enfin si. Alors ça c'est un peu plus vert. Et ça c'est un vert. Voilà, là on le voit mieux. C'est plus soutenu en haut et là. Et honnêtement, au niveau. Voilà, le ripollinage, c'est vraiment au niveau du texte qui est beaucoup plus clair. On va dire dans. Enfin beaucoup plus lisible. Vous voyez. C'est beaucoup plus lisible là. Et là. Vous voyez, c'était lisible, mais c'était un peu baveux. Voilà. Donc, il y a eu un ripollinage. Donc, merci de m'avoir aidé sur ce ripollinage. Mais bon, c'est celui-ci que je vais amener pour des conférences ou quand je serai en dédicace ou autre. Parce que bah, c'est celui-là, les gens, ils pourront le... C'est le même, hein. Voilà, à part que c'est pas le même vert et que derrière, c'est un peu baveux. Mais comme ça, les gens pourront regarder à l'intérieur si ça les intéresse. Donc, pas de genèse, puisqu'il y en a déjà une sur le premier exemplaire, et que ça, c'est une version améliorée avec d'autres choses et réactualisées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Si ça vous intéresse, demandez-moi le communiqué de presse. Et puis, écoutez, je vous tiendrai au courant si je suis en dédicace ou je fais des choses. N'hésitez pas. Et si il y aura une conférence que je dois faire, il faudrait que je la prépare déjà. Donc je ferai peut-être ça, je mettrai peut-être la version animée de ma conférence avec ma voix off, mais je la mettrai en septembre, que les gens qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à ma conférence, bah, ils auront l'occasion, comme j'avais fait pour Louis Gendreau, qui se trouve donc d'ailleurs sur cette chaîne-là. Voilà, les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas venir dans mon coin ou autre, bah, ils auront l'occasion de m'écouter en live, parce que je demanderai à quelqu'un de m'enregistrer lors d'une des conférences, et comme ça je collerai l'audio, là où je ferai l'audio dans les conditions comme j'ai fait une fois de conférence, c'est-à-dire je m'étais enregistré à la prépa, à la répétition de la conférence, et donc c'était vraiment dans les conditions du live. Voilà. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, bisous bisous, c'était vraiment la fin de la vidéo. Lisa, tu nous as gonflé, c'est plus d'une heure, tout le monde en a plus rien à carrer de toi. Ciao. Chouchou va mieux. Alors pour ceux qui demandent, Chouchou va un peu mieux. C'est pas... Mais ça va mieux. Mais là, il a chaud, Chouchou. Puis il est chaud, mais il dort sur son plaid d'hiver. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je suis à poil et lui, il est à plume. Enfin, lui, là, moi, je suis à poil et lui, il a des poils. Et il aime bien avoir des poils sur la couverture. Moi, si je pouvais dormir nu sur le carrelage, ça serait bon. Quoique, en ce moment, c'est plutôt ça. Voilà, il y en a qui ont des images, ils se disent « Oh, quelle horreur !» Ah ben oui, je sais, désolé. Bon, remarquez,
Il n'y a que le carrelage qui se plaint. Enfin, je crois. J'espère. Merde. J'aurais dû demander.